Ma sœur, ça fait super longtemps qu'elle nous parle de son mec, soi-disant c'est le mec de l'année, le gendre idéal. Bon, elle nous l'a présenté, hein, et dès qu'il a ouvert la bouche, on a failli faire des crises d'épilepsie. Il ne parle que de cul, et clairement, on a vu qu'il n'était pas fini, hein, et on a de sérieux doutes sur les conditions de sa reproduction. Du coup, dans la famille, on a décidé de le surnommer Cyberpunk 2077. Je sais, j'ai pas joué à Cyberpunk, évidemment, je me fie qu'aux critiques et il faudra que je me fasse une opinion par moi-même. Néanmoins, les critiques sont assez inquiétantes puisqu'elles parlent d'un problème qui est structurel plus que d'un problème de finition. Et de toute façon, c'est inquiétant quand même que ce jeu qui reprend le style Cyberpunk, qui est un style assez anticapitaliste, eh bien, ait été conçu avec les pires méthodes de ce système, à savoir ce qu'on appelle du crunch. Hein. C'est sympa quand c'est dans ton bol, mais quand c'est des heures supplémentaires, beaucoup et non payé, eh bien j'ai de la peine pour les développeurs de voir qu'en plus ça n'a pas forcément payé, donc j'espère qu'il en est autrement. Sinon vous pourrez toujours relire Le Neuromancien de William Gibson, qui a une nouvelle traduction sortie cette année par Laurent Kessy, Au diable Vauvert. Transmétropolitane, puisque c'est une série qui incorpore beaucoup d'éléments cyberpunk. Et si vous manque encore une dose, eh bien vous avez le Judge Dredd des affaires classées chez Delirium qui saura vous combler. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, hein. C'est le 274e JT Comics. Un conseil, hein, trouvez-vous quelqu'un dans la vie qui croit en vous comme la Warner croit en sa plateforme HBO Max, hein. Ils vont relâcher toutes leurs nouveautés en simultané sur la plateforme de streaming et dans les cinémas, qui font la gueule. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que vous n'avez pas entendu Patty Jenkins et Gal Gadot être trop critiques à l'encontre de cette décision, eh bien c'est parce qu'elles ont reçu 10 millions de dollars, voire plus, hein, de la Warner en compensation, chose que n'a pas reçu Christopher Nolan qui les fusille, hein, comme quoi le silence peut être d'or, hein. Et sans plus attendre, eh bien on passe aux news de la semaine. Snyder au carré. Chez DC, ils ont dû embaucher Nicolas Hulot tellement ça recycle, hein. On avait eu droit à la Justice League en 2016, 4 ans et 70 millions de dollars plus tard, eh bien on va avoir droit à la Snyder Cut de celle-ci. Et si on en croit le scénariste Scott Snyder, eh bien il a été approché par DC Comics pour réaliser l'adaptation en comic book de la Snyder Cut. Il a refusé, premièrement parce qu'il avait trop de taf et deuxièmement parce qu'il en a déjà marre qu'on les confonde tous les deux, mais DC a pu proposer à un autre scénariste, et si ce n'est pas le cas, on peut compter, hein, sur les fervents fans, les Snyder Bros, hein, les militants, hein, pour lancer un nouveau hashtag, un release de Snyder Cut, comic book version, un truc comme ça. Marvelade. Dans l'espace, personne ne pourra vous entendre crier, mais on risque d'en voir certains pleurer du sang, hein, puisque Marvel lance une toute nouvelle série Alien, hein, qui sera écrite par Philip Kennedy Johnson, mais dessinée par Salvador H.P. Larroca, dont les dessins sont très clivants et donnent une toute autre définition au mot photoréalisme, hein, plus proche de photo que de réalisme. Moi je vous avoue avoir beaucoup de mal avec ces dessins, hein, mais l'histoire est alléchante, hein, puisqu'on parle d'un mercenaire qui va affronter une toute nouvelle race de xénomorphes, et que en plus dans la balance il y a la survie de son fils qui est en jeu, donc pourquoi pas. Et en tout cas ça sort en mars 2021. Marvel s'ouvre également à l'international, hein. Ils avaient déjà collaboré avec l'éditeur japonais Shueisha, hein, pour le magazine Shonen Jump, avec une anthologie reprenant plusieurs personnages de Marvel avec les codes du manga. Et il semblerait que ça soit sur Deadpool que la sauce samouraï est le plus plu aux lecteurs, puisqu'ils vont sortir une série régulière par les auteurs originels, donc Shanshiro, Kasama et Hikaru. On nous dit que ça sera dans la continuité Marvel, même si avec Deadpool la continuité c'est un concept qui est aussi vague que celui de la vie privée pour un paparazzi. Et en tout cas ça fait plaisir de voir qu'à l'aube de ses 30 ans, Deadpool part s'installer au Japon et qu'il n'a pas coupé les ponts avec ses deux papas, hein, puisque Rob Liefeld viendra faire l'une des couvertures du numéro anniversaire des 30 ans de Deadpool, hein. Deadpool Nerdy 30, hein, qui rassemblera des créateurs iconiques du personnage, dont Fabian Nicieza. Enfin, Marvel s'associe à un réseau hospitalier à but non lucratif pour sortir un comics qui sera consacré au personnel soignant, avec la petite formule qui va bien de la part de Dan Buckley, le président de chez Marvel Comics, qui dit: chez Marvel, nous sortons des histoires de héros tous les jours, celle-ci est spéciale, c'est une histoire sur les héros de tous les jours. Oh là là, moi j'ai des papillons en bas du ventre, hein. Ça reste un bel hommage, même si on sait que les histoires restent les histoires et que la réalité est souvent plus sordide. Et en tout cas, sur les 3 récits courts, le dernier est signé par mon poteau Mirko Kolak, que j'embrasse.
Chevalier obscur. Dans l'interview de la semaine dernière où il déclarait s'être fait baiser par DC Warner, l'artiste Alex Ross parlait aussi d'un projet qui risque d'en faire baver plus d'un. C'était dans le monde d'avant, quand c'était encore LucasArts qui possédait la licence Star Wars et que c'était Dark Horse qui en publiait les comics, quand c'était seulement la Warner qui détenait DC. Bien, il avait la tâche de réaliser un crossover qui serait peut-être intitulé Superman Star Wars, enfin un crossover entre Star Wars et DC Comics, qui aurait été écrit par Kurt Busiek, qui aurait été dessiné donc par Alex Ross et publié chez Dark Horse. On avait déjà vu des images il y a maintenant 3 ou 4 ans, mais on savait pas si c'était un simple délire à Alex Ross ou pas. Maintenant, on a le contexte. LucasArts avait approuvé l'histoire alors que c'était un concept assez inédit puisque ça mettait en scène l'univers Star Wars sur la planète Terre contemporaine. Et c'est DC qui aurait stoppé le projet si on en croit Ross, qui déclare que c'est comme la main de Skywalker ou le doigt de Frodon, c'est complètement mort. Et je vous laisse me dire dans les commentaires à quel point ça vous aurait excité, sur une échelle allant de Jar Jar Binks au double sabre de Darth demi-molle. Crever l'écran. Bonne nouvelle, 16 ans plus tard, l'acteur Alfred Molina va reprendre son rôle iconique du Docteur Octopus qu'il incarnait dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, ce qui confirme qu'on se rapproche d'un multiverse pour Spider-Man 3, du coup. Ou alors entre lui et Jamie Foxx, Sony tient à nous faire des clins d'œil très appuyés, façon mec bourré à 5h du mat sur un parking de boîte. Moi c'est dommage, j'aurais préféré qu'il choisisse François Hollande pour coller à sa version PS4. Il serait venu en scooter, il aurait ramené des meufs, il aurait jeté le Parti Socialiste d'en haut d'un pont, et il aurait pas rattrapé. Un projet qui m'attire de plus en plus, c'est la série Hawkeye sur Disney+, même s'ils ont une communication bizarre. Je vous rappelle que l'actrice Hailey Steinfeld n'a toujours pas été officialisée dans le rôle de Kate Bishop, alors que même Jeremy Renner s'en fout complètement et il balance des photos d'elle avec un arc, avec le chien Lucky qui a été créé pour le run de Matt Fraction et de David Aja, qui est excellent. D'ailleurs, on sent qu'il s'en inspire beaucoup et ça aussi c'est une bonne nouvelle. En tout cas, ils viennent d'ajouter 6 personnages à la série, dont certains sont très intéressants. Je pense évidemment à Tony Dalton qui incarnera Jack Duquesne, le Swordsman, qui a une relation un petit peu ambiguë avec la loi, puisqu'il est des fois du bon côté, des fois du mauvais côté. Ça a été l'ennemi des Vengeurs, mais aussi le mentor de Clint Barton, avant que celui-ci se retourne un petit peu contre lui. Donc là, la relation risque d'être un petit peu réinventée pour le MCU. Et ça peut être intéressant, puisqu'il y a un vrai antagoniste, Frafi, qui incarnera le clown. On retrouvera également Yelena Belova, la nouvelle Black Widow incarnée par Florence Pugh. Et le plus intéressant, c'est Alaka Cox qui va incarner Maya Lopez, Echo, qui, en plus d'être un personnage très cool, pourrait être un pont avec tout l'univers de Daredevil, qui est revenu en termes de droit chez Marvel. Et imaginez, elle a été éduquée donc par le caïd, et imaginez si, pour faire plaisir aux spectateurs, on voyait son papa, le chauve, qui adore tester la solidité des portes de bagnole, débarquer sur Disney+. Vincent D'Onofrio, évidemment. Sinon, un petit point sur la bourse de la hype. Chez moi, la cote du film Morbius est vachement remontée avec le nouveau trailer présenté par Jared Leto, donc les origines de ce savant fou qui touche des chauves-souris. La période est assez bonne pour ça. On pourrait presque croire que c'est le biopic du professeur Raoult. J'aime bien les choix graphiques, si ce n'est cette manière où ils ont remplacé sa cape violette par un espèce de nuage qui, quand il n'est pas appliqué à X-Men, à Diablo, pourrait faire penser à un mec qui a mangé un hot tacos 4 viandes dont seulement une de fraîche. On verra bien, en tout cas je suis très chaud, et par contre la grosse dégringolade, c'est clairement pour le film Wonder Woman 1984 dont un extrait a été montré sur MTV, et alors j'aurais jamais cru dire ça, mais Diana Prince vient de détrôner Kim de Taken pour le palmarès des personnages qui courent de façon la plus chelou possible dans un film. C'était pas gagné. Le 1 avait un petit feeling Golden Age, là le 2, clairement on dirait un film qui se passe en 1984 mais qui a été tourné dans les années plutôt 50, et en tout cas ça donne raison à ma sœur qui, grande cinéphile, nous a toujours dit mes mecs, je m'en fous, mais mes films je les préfère bien montés. En tout cas, DC s'occupe bien de son avenir ciné-série, et on sait que pour la CW il va y avoir une série sur Yara Flor, la Wonder Woman d'Amérique latine, et il va y avoir aussi une série sur l'héroïne Naomi qui a été créée par Bendis, Walker et Campbell. Ce sera une série d'initiation où on verra le parcours de la jeune femme depuis son petit quartier jusqu'au sommet du multiverse. Et enfin, on savait qu'il allait y avoir un film Plastic Man, mais le super-héros a perdu un petit quelque chose, peut-être dans Cyberpunk, je sais pas, mais Kat Vasco se chargera d'écrire un film plutôt centré sur Plastic Woman. J'espère qu'elle sera incarnée par Mickey Rourke. En tout cas, la seule fois où on a pu voir une Plastic Woman dans les comics, c'est sur la fameuse Terre 11 où tous les sexes sont inversés. Forme future. Après ces one-shots du Future State, il semblerait que DC souhaite laisser à sa continuité le tonus du périnée d'une femme enceinte qui vient tout juste d'accoucher, puisque il y a quand même un petit peu de cohérence malgré tout, mais
Il y a certains titres qui seront relancés avec des nouvelles équipes créatives, souvent celles qui s'étaient chargées des one-shots, et chacun continuera dans sa lignée temporelle propre. Vous avez la liste qui est affichée ici, et on peut voir que même sur les titres qui continuent en numérotation, eh bien, les équipes créatives tournent. Je remarque plusieurs choses, hein, que l'ultra talentueux, notamment Ramvi, va se charger de relancer Swamp Thing avec Mike Perkins, hein, et c'est pas étonnant qu'un auteur aussi doué, aussi littéraire reprenne la créature de Wayne, de Wrightson, qui a déjà été révolutionné par Alan Moore entre autres. Ramvi continuera son run sur la Justice League Dark. On peut voir aussi que le tout nouvel écrivain de la série Green Lantern va relancer le débat, hein, sur quelle est la meilleure lanterne verte, hein. Lui, il a clairement tranché, dès qu'il peut pisser sur Hal Jordan, il le fait. Lui, c'est John Stewart, son préféré. Deux inconnus, hein. Tout d'abord la Dream Team, Bruno Redondo et Tom Taylor, qui vont refaire équipe sur un titre mystère, et Guillem Marsh et James Tynion de Force qui risquent de reprendre un titre dans l'univers de Batman, mais on ne sait pas encore trop quoi. Bref, ça sent quand même beaucoup le soft relaunch chez DC dès le mois de mars, ça risque de faire parler. Je vous laisse me dire quel est votre sentiment dans les commentaires. Lost in Translation. La polémique de la semaine, ce sont les choix de traduction qui sont assez difficilement justifiables, hein, du pourtant très respecté par ses pairs Jérôme Wiki, hein, qui en doit des centaines de traductions. Mais il y a ces deux exemples, l'un tiré de Batgirl versus Riddler, donc de Tim Seeley dans le Batman Rebirth numéro 7, où Batgirl explique qu'elle a rompu avec son mec, notamment parce qu'il faisait certaines fautes dans ses mails. Il traduit le terme Dangling Principles, qui signifie une faute syntaxique, par le concept de l'écriture inclusive. Bon, en plus, il envoie une petite crotte de nez sur le féminisme en pantoufle qui n'apparaît aucunement dans le texte original. Il aurait pu employer le mot consacré, anacolute, hein, donc ça veut dire ne pas avoir de suite dans les idées. C'est une faute syntaxique qui a été érigée en semi-figure de style, hein, puisque des poètes l'ont utilisée pour s'arranger sur les rimes. Si je vous dis resplendissante, merveilleuse et bien pensée, les adeptes de comics devraient tous lire Transmétropolitane. Eh bien non, en fait, j'aurais dû placer le référent, hein, des trois adjectifs juste après la position, hein, donc resplendissante, merveilleuse et bien pensée. La série Transmétropolitane devrait être lue par tous les adeptes de comics. Ça ressemble quand même à une fixette, puisqu'on retrouve un problème du même genre dans la traduction de presse qu'il a assuré aussi. Lorsque la jeune présidente essaye de se faire respecter de son staff, il fait une sortie de route à la Romain Grosjean, hein, il lui fait dire qu'on peut l'appeler mademoiselle, puisqu'il n'y a que les féministes françaises que ça offusque. C'était pas ça dans le texte originel, il n'y avait pas de marqueur de nationalité, hein, c'était plutôt focalisé sur le mot madame, qui est en anglais, hein, le penchant féminin daté du mot sœur, et en jouant sur la polysémie, ça veut aussi dire madame, la tenancière de bordel. Je vous l'ai dit, Jérôme Wiki a fait des centaines de traductions, il est très apprécié dans le milieu, hein, beaucoup des traducteurs iconiques de comics, les vieux de la vieille, hein, le considèrent comme l'un des meilleurs. J'ai donc proposé par mail, hein, je l'ai invité à réagir à la polémique dans le JT Comics, hein, puisque c'est quand même bien dans ce genre d'affaires d'avoir les sons de cloche de tout le monde, surtout du principal intéressé. Il a préféré décliner, optant pour le silence. En tant que traducteur, avec certes moins d'œuvres au compteur, moins de renommée, moins de talent que Jérôme Wiki, je trouve néanmoins que ça reste une faute, hein, on est censé respecter l'œuvre originale. Je sais qu'on dit tout le temps, hein, que traduire c'est trahir. Moi je préfère quand même dire que traduire c'est sonder l'écart entre deux langues, deux cultures, deux textes. Et là clairement, au lieu de sonder l'écart, il s'est plutôt bien écarté. Alors forcément, comme ça parle de féminisme, ça a accentué les crispations, hein. Le camp adverse est venu s'en mêler, mettre son petit grain de sel, menacer la tweetos qui a fait émerger tout cela, se délecter de cette traduction en leur disant que finalement elle leur plaît beaucoup, ce qui est loin d'être intelligent, puisqu'ils verront par exemple, hein, si les BD de Marceau étaient traduites en langue anglaise et que ça soit une militante féministe qui se charge d'adapter ça en langue de Shakespeare en faisant dire à son personnage qu'il est pour la fin du patriarcat, bien on verra des grosses larmes couler sur leurs petites joues, hein. Et ça serait tout aussi honteux, hein, puisque c'est pas une question de politique, c'est pas une question du propos en lui-même, hein, c'est une question de quand un éditeur achète les droits d'une œuvre, il signe avec le traducteur un contrat qui stipule que le traducteur s'engage à remettre un texte de qualité littéraire consciencieuse et soignée conforme aux règles de l'art et aux exigences de la profession. Tout apport critique du traducteur doit être approuvé par l'éditeur qui assume la direction artistique et littéraire de l'ouvrage. Alors c'est devenu ultra polémique, hein. Il y en a qui disent que ça rappelle les heures les plus sombres de la France, hein, la dénonciation des juifs en 40, il y en a qui disent que c'est une forme de lynchage, hein. Alors je sais qu'il y a eu des échanges véhéments, hein, des deux côtés, mais tapez lynchage dans Google Images et vous verrez que c'est quand même un autre délire. Il n'est pas question, hein, de tuer Jérôme Wiki, ça serait complètement insensé. Moi j'aurais aimé qu'il s'exprime, mais je respecte son choix du silence. Maintenant la balle est clairement dans le camp d'Urban qui n'a toujours pas répondu à l'heure où j'enregistre cette vidéo. En attendant, on s'en serait bien passé, mais ça
ça permet toujours de faire parler de traduction, c'est pas plus mal, hein, et ça illustre en tout cas tout à fait le degré de confiance que placent les lecteurs dans le traducteur ou la traductrice qui adapte dans leur langue un texte écrit dans une langue qu'ils ne parlent pas. Lisez, lisez et lisez, hein. J'ai toujours pas eu le temps de lire le Mind MGMT de Mankind, je m'en fous, je le dirai à chaque fois jusqu'à ce que je le lise. En revanche, j'ai reçu Le Vision d'Alan Moore, un 3 récits inédits publié, édité par Comics Initiative, hein, avec la couverture de Laurent Lefebvre exclusive, hein, qui illustre bien selon moi la dualité d'Alan Moore. Mon récit préféré, ça reste l'analyse, le guide du médium du comic book par Alan Moore, qui est tout en douceur mais super pertinent, super bien écrit, traduit par Alex Nikolavitch, et tous les traducteurs ont droit à un petit texte, ils ont signé ça, et Alex Nikolavitch raconte sa première exposition à l'agent Moore, la façon dont c'est un auteur ultra intertextuel et en même temps pour lequel on n'a pas besoin d'avoir sa culture pour comprendre. Il est tout à fait lisible au premier degré. Il écrit « Une histoire de Moore est toujours quelque chose de plus, toujours une leçon à un niveau quelconque, et celle-ci n'est jamais professorale comme chez les meilleurs professeurs. » Et puis je ne peux pas résister au plaisir de vous citer du Alan Moore, hein, qui dit « Enfin, si vous tenez à être un vraiment bon scénariste, ça peut valoir le coup de vous souvenir qu'il est plus important d'être un bon être humain qu'un bon auteur. Les artistes, écrivains, peintres, musiciens dont les voix portent jusqu'à nous par-delà les siècles sont ceux dont les âmes étaient les plus profondes. Ils se sont avérés avoir quelque chose à dire et la valeur humaine de ces choses était durable. Aimez les gens, aimez-vous vous-même et aimez le monde, ce n'est qu'en aimant les choses que nous les voyons vraiment dans leur réalité, dans leurs aspects les plus lucides et les plus parfaites, alors nous les connaissons vraiment. Je vous laisse me dire ce que vous lisez, ce que vous geekez. Dites-moi si Cyberpunk mérite ses critiques ou non. Pas de one-shot cette semaine, Alric a besoin un petit peu de temps pour lui, donc il nous reviendra encore plus en forme au niveau du dessin. C'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. Merci d'être de plus en plus nombreux à le suivre, à mettre des pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. C'est très drôle, hein. Je sais que vous faites ça pour me donner de la force et croyez-moi, je vous vois. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux où c'est là que vous me laissez aussi vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis plus de 5 ans maintenant. Prenez soin de vous, prenez soin de tous, hein, et rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Aïe aïe, le génie du Wakanda, Shuri, a partagé une vidéo qui contient 1 des propos offensants pour la communauté transsexuelle, 2 une rhétorique anti-vax. Ah, ce qui est sûr, c'est que si ça nuit à sa carrière, c'est plutôt des réseaux sociaux qu'elle risque d'être vaccinée.